Bonjour Audrey Chapeau. Bonjour Didier. Enchanté de te recevoir ici au Curious Apprentice. On va parler de ton livre qui est ici. Je vais essayer de le montrer. Voilà, là, vous voyez. Donc là, ce n'est pas toi qui es sur la photo. Non. C'est la biographie C'est en partie la biographie de ce sculpteur, Couablé. de ce sculpteur. Alors, il est vrai que Couablé sculpte au service de son art les dessous du patrimoine vivant. Alors, il y a une espèce, je dirais, de parallèle avec ce que fait James Cameron. James Cameron, tu le sais bien, a fait Avatar, et c'est aussi, malgré qu'il est américain, c'est voilà, l'apologie de l'envahisseur. C'est-à-dire que ce qu'il essaie de démontrer, c'est que son peuple américain, si on devait découvrir une autre race sur la planète Pandora, on leur taperait dessus pour prendre leurs minerais. Toujours pareil. On recommence comme on a fait pour les États-Unis, pour les Amérindiens, les vrais Américains, où on a fait passer les cow-boys pour les gentils et les Indiens pour les méchants. Est-ce que il n'y a pas un peu de ça quand même aussi dans cette histoire-là? On va développer. On pourrait le voir partiellement de cette manière-là. Mais c'est pas aussi simple. Et les méchants sont pas forcément les anciens colonisateurs. C'est aussi une histoire intestine, hein, au sein de la Côte d'Ivoire, où j'étais donc pendant 2 ans. Donc il y a une partie évidemment avec les influences coloniales, européennes, occidentales, mondiales. Et puis il y a aussi tout ce qui se passe en interne dans le pays avec des enjeux de pouvoir, des enjeux financiers, des enjeux ethniques, et puis des populations. Alors là, je parle en particulier de Couablé et de sa communauté Gouro, qui est au centre du pays, mais c'est valable pour les autres ethnies aussi, qui essayent tant bien que mal de préserver, de valoriser, de transmettre leur patrimoine vivant, une partie de leur identité. Alors, et avec les arts et les artisanats et d'autres manières, et qui sont confrontés à des réalités de la vie quotidienne et puis des enjeux qui les dépassent et toujours ce que j'appelle la boîte de Pandore qui s'ouvre de comment on fait en sachant que peu importe ce qu'on tente, c'est comme si ça allait nous dépasser et qu'on allait perdre la main sur ce que l'on veut faire et les intentions que l'on a au départ. Donc on pourrait se dire que finalement, la découverte d'autres cultures, et le fait de vouloir prendre, j'ai l'impression que, tu l'as dit tout à l'heure en début, hein, c'est pas forcément les colonisateurs les méchants ou pas que ça. Oui. L'équation est beaucoup plus complexe que ça. Simplement, j'ai l'impression que les peuples premiers, racines, ne cessent de donner et ne reçoivent rien en échange. Il y a un déséquilibre. Alors, il y a des déséquilibres, ça c'est sûr. Maintenant, les peuples que j'ai pu rencontrer en Côte d'Ivoire, moi je les appellerais pas forcément, je les mettrais pas dans le même lot, la même catégorie que d'autres peuples premiers ou racines, et resterait à définir aussi ce qu'on entend par ça. Tout à fait. Dans le sens où ils sont en connexion directe, constante avec les évolutions du monde, que sur certains sujets ils sont bien plus en avance que nous, dans l'utilisation, par exemple, de certaines technologies, même s'ils n'ont pas forcément l'électricité dans les villages, mais voilà, ils ont des utilisations déjà très anciennes. La 5G était en Afrique bien avant l'Europe. Et ils sont aussi extrêmement tournés vers le besoin d'argent dans la poche pour pouvoir vivre. Et ça, parfois, ça prend un petit peu le dessus, mais inévitablement par rapport à comment est-ce qu'on fait pour maintenir notre identité, notre patrimoine traditionnel. Il faut bien vivre, il faut bien manger. Et donc, c'est pas uniquement une question de peuple premier ou pas peuple premier. Et d'ailleurs, sur tout un tas de sujets, dans le rapport au sacré, dans le rapport à l'animisme, moi, je vois vraiment la différence, par exemple, avec Renaissance Man, j'étais venue pour en parler, qui est Hopi en Arizona. On n'est pas du tout dans le même rapport aux esprits, à l'animisme, au sacré, même si le fond commun et historique était similaire. Ils ne s'en sont pas appropriés de la même manière, ils ne l'ont pas fait évoluer de la même manière que chez d'autres peuples. Donc, pour moi, l'un des risques, c'est de se dire, ok, c'est une culture traditionnelle africaine, donc on peut voir chez eux quelque chose de très
typique comme chez n'importe quel autre peuple premier ou racine, et c'est pas du tout le cas. Il y a là aussi une hétérogénéité énorme, et on ferait fausse route de pas voir cette hétérogénéité-là. Alors moi, ce qui me, on va parler très sincèrement. Est-ce que c'est pas perdu d'avance? Est-ce que c'est pas un combat? Il y a des combats qu'il ne faut pas mener, parce qu'on voit que les savoir-faire, les traditions. Tu parlais de technologie tout à l'heure. Il est vrai qu'à travers l'histoire, on voit des archéologues qui régulièrement découvrent des choses qui ont été faites des millénaires avant nous, et qu'on ne serait même pas capable de le faire aujourd'hui, notamment de jointures de pierres, de bâtiments. Enfin, voilà, je vais pas donner des exemples très précis, mais ça s'est perdu. Donc on voit bien que la balance entre la tradition, je vais faire un parallèle, nous qui sommes librairie, on voit bien, on reçoit énormément d'auteurs, et tous les auteurs, plutôt que partager la librairie, c'est malheureux, c'est comme ça, c'est un fait, vont partager plutôt, en fait, la représentation de leur livre sur Amazon. Parce que ce qui est important, c'est les notations d'Amazon. Je suis numéro 1 dans la catégorie Amazon, etc. Ce que la petite librairie ne peut pas faire. Donc on peut dire qu'Amazon a gagné au niveau des aventures livresques, on va dire. Donc, de la même manière, est-ce que aujourd'hui, ça vaut encore le coup de mettre de l'énergie? C'est provocateur, c'est volonté. Alors, elle est intéressante ta question. Je vais y répondre de deux manières différentes. La première manière, enfin, premiers éléments de réponse que je te donnerai, c'est d'abord n'importe quelle culture est vivante. Donc, patrimoine artisanal, culturel, artistique, c'est par définition vivant. C'est-à-dire que ça ne peut survivre qu'en évoluant au même rythme, ou en tout cas en suivant ou en devançant le rythme de l'évolution du contexte, de l'environnement, des pratiques, des comportements, des rituels, des institutions, etc. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple de ces gourous au centre de la Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas pratiquer, créer et utiliser leurs arts et leurs artisanats de la même manière qu'il y a 300 ans ou 400 ans. De facto. Même si cette évolution-là a été fortement perturbée par l'arrivée des Européens. Après, perturbée ne veut pas forcément dire que c'était une mauvaise chose, mais en tout cas, ça a mis un pavé dans la mare par rapport à l'évolution naturelle qu'il y aurait eu s'il n'y avait pas eu l'arrivée étrangère. Donc ça, c'est le premier point. C'est bien aussi de laisser exploser, surgir des nouveautés et de les intégrer. C'est ça aussi qui crée tout le maillage de ce que l'on devient. Donc alors nouveauté, oui, j'entends bien, mais j'ai l'impression que il y a des savoir-faire qui sont perdus à jamais, qu'on a un mal fou à retrouver. C'est là Mais ça, c'est inévitable, en fait. C'est inévitable. Ça, c'est inévitable. Et c'est, en fait, le patrimoine, c'est un choix politique. Alors, pas forcément conscient, mais de la même manière qu'on fabrique notre mémoire. Si je prends l'exemple, par exemple, en France, on voit bien maintenant, il y a depuis quelques années des décryptages sur le fait que le personnage Bonaparte a été créé, en tout cas il a été façonné, mis en lumière d'une certaine manière, tout comme Jeanne d'Arc, tout comme... Voilà, on a une fabrication de notre mémoire collective. Il y a des choix. L'histoire a été écrite par les vainqueurs, donc voilà. Voilà. Mais en même temps, donc ça, ce sont des choix artificiels. Et de la même manière que l'on crée ou que l'on subjugue certains personnages ou certains événements de l'histoire, on peut aussi volontairement ou involontairement en enterrer d'autres. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, avec tous les registres au nom des identités, des égalités, de qu'est-ce que l'identité nationale, etc. Tout un tas de retours, d'études, d'essais de valorisation de où étaient les femmes dans l'histoire, où étaient les personnages issus des terres colonisées qui ont eu un rôle énorme dans l'histoire de la nation, à la fois sur leur territoire colonisé, mais aussi pour l'histoire de la France et l'histoire de la nation française, avec toute la diversité et la multiplicité qu'elle représente aujourd'hui.
Et ça, c'est la même chose partout ailleurs. Donc, inévitable, on ne peut pas éviter la perte d'une partie du patrimoine. Là où ça me paraît intéressant, c'est d'être au clair sur qu'est-ce qui est en train de mourir et est-ce qu'on le laisse mourir ou au contraire, est-ce qu'on essaie de le sauver ? De la même manière qu'avec les espèces animales, on sait qu'on ne pourra pas sauver toutes les espèces animales. Maintenant, il y a tout un tas de choix qui sont faits pour essayer de faire en sorte que les éléphants d'Afrique retrouvent un petit peu de leur population, de leur population, ou pareil avec les abeilles, ou avec Donc il y a des choix politiques qui sont faits, politiques au sens premier du terme, qui sont faits pour aller à l'encontre de cette disparition en cours, ou au contraire essayer d'atténuer d'autres populations, parce qu'il y a trop de loups, il y a trop d'ours dans la forêt ou dans les montagnes des Pyrénées, on va moduler ça. Donc on a tous une responsabilité d'être ou observateur ou acteur, voire les deux, de se dire qu'est-ce que moi j'estime être important et c'en est où aujourd'hui ? Est-ce que je laisse faire ? Ou est-ce qu'au contraire, j'essaie de contrecarrer d'une manière ou d'une autre ? D'accord. Et d'une certaine manière, c'est un peu ça que j'essayais de mettre en évidence. Alors, je prends parti sur certains sujets, sur d'autres, je reste vraiment avec mon micro témoin à proposer que chacun s'exprime avec les différentes postures, parce que Couablé n'est pas la seule personne qui s'exprime dans ce livre-là, mais ça montre aussi un petit peu à la manière des lettres persanes où on prend l'exemple de ce qui se passe ailleurs pour essayer de faire un effet miroir sur ce qui se passait en France et en Europe. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Donc les passionnés d'Afrique ou les curieux, ils vont y trouver leur compte, mais ceux qui n'en ont rien à faire de l'Afrique parce que c'est pas leur intérêt, leur sensibilité, ils vont pouvoir par des effets miroirs se positionner et se questionner sur mais ça dit quoi de moi ici en France, de ma responsabilité, la manière dont je fais vivre mon identité, ma et mes cultures, la diversité ou la non-diversité que je souhaite. Et il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, il y a juste des choix qui entraînent des conséquences différentes. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent qu'on doit laisser mourir, il y a des choses auxquelles on ne peut pas éviter. J'ai souvent parlé de cela sur le fait que des endroits dans le monde où, que ce soit en Afrique ou ailleurs, vivent dans une simplicité et au plus proche de la nature, donc connexion totale, et ont un bonheur, voilà, qu'on a perdu nous dans nos pays, dans notre confort technologique. Et c'était Frédéric Lenoir qui m'avait dit ils le perdront. Ils le perdront parce qu'ils tendent vers notre modèle à nous, c'est celui qui est visé, et ils feront comme nous, ils passeront par ces étapes-là. Tout comme les évolutions politiques, on parle aujourd'hui que la démocratie est la forme la plus évoluée, en tout cas. Voilà. Mais c'est un point de vue. Voilà, c'est un point de vue. Mais il semblerait que chaque pays soit passé par différentes phases, notamment le communisme, etc., et qu'aujourd'hui on est en démocratie. Donc de la même manière, ils vont faire aussi ce cheminement. Est-ce que tu penses qu'effectivement tous ces peuples africains, quels qu'ils soient, y compris par exemple les Maasai, vont un jour s'occidentaliser forcément, où il y a, d'après ce que tu as pu observer, des peuples qui ne sont pas du tout intéressés. Ça existe encore ou pas ? Alors, d'abord, moi, je ne peux pas parler pour l'ensemble du continent africain, parce qu'il y a des réalités très, très diverses. Donc, là où je peux m'exprimer par connaissance, c'est, on va dire, une tendance commune en Afrique de l'Ouest et en particulier en Côte d'Ivoire. Et au sein de la Côte d'Ivoire et des 80 et quelques ethnies, j'en ai côtoyé plusieurs et je connais plus particulièrement les gourous. Je peux aussi parler de ce qui se passe en Afrique australe puisque j'ai côtoyé aussi les San, les Bushmen de Namibie, Botswana, etc., qui là se positionnent totalement différemment. Donc je peux faire le parallèle, la comparaison sur certains aspects, mais voilà. Donc déjà je peux pas parler pour les Maasai, je suis pas compétente pour en parler. Pour ceux que tu connais, est-ce qu'il y a, il y en a qui disent non, il n'est pas question, c'est pas notre idéal. On n'a pas envie de vivre à Paris, c'est pas. Alors justement, déjà par exemple en Côte d'Ivoire, c'est pas ils vont vivre cette évolution, ils sont déjà dedans. Alors
en avance par rapport à nous sur certains points, en retard par rapport à nous sur certains points, mais ça n'a pas d'intérêt de dire en avance ou en retard. Ils le font à leur manière, comme nous on l'a fait à notre manière, avec à chaque fois des avantages et des inconvénients très tangibles. C'est-à-dire que j'étais aussi régulièrement qu'on me disait là-bas, ça fait du bien d'entendre ce que tu nous dis parce que on voit là où on pourrait arriver en suivant l'exemple français. De la même manière, je pouvais leur dire ça me fait du bien de voir comment vous vivez parce que ça me montre une manière que nous, Français, pourrions avoir de suivre votre exemple. Ou au contraire, de ne pas suivre votre exemple, hein, dans un sens comme dans l'autre. Donc, c'est pas linéaire et c'est pas unidimensionnel. Ils sont déjà dedans. Ils sont déjà totalement envahis par la domination de l'argent, comme nous. Ils le vivent très différemment parce que les écarts entre richesse et pauvreté sont nettement supérieurs à ce que l'on trouve en France. Les conditions de vie dans certains villages sont juste incroyables, c'est-à-dire je ne sais pas comment ils font pour pouvoir vivre, même si a priori on peut se dire il suffit de planter et puis de récolter, mais maintenant il y a énormément de plantations industrielles, donc il y a de moins en moins de plantations vivrières. Ce qui fait que c'est pas parce qu'ils sont à la campagne et qu'ils sont des cultivateurs ou des agriculteurs que ça leur permet de mieux vivre. Ils sont soumis aussi avec énormément de plastique, de pollution, etc., etc. Donc voilà, ça c'est une problématique. Rose, hein, vraiment pas tout rose. C'est pas aussi simple. C'est pas du tout aussi simple. Les San, par exemple, en Afrique australe, eux, ne sont pas intéressés par ça. Par contre, ils sont contraints. Ah. D'une certaine manière. Alors ils résistent à leur manière, ils sont dans des réserves, avec des contrôles à l'entrée et à la sortie, donc pour les visiteurs ou pour eux, hein, s'ils sortent, ils essaient de préserver leur manière de vivre ancestrale, leur savoir, leur patrimoine, leurs connaissances, mais ils sont contraints. Je vais donner juste un exemple. Eux, ce sont des peuples de cueilleurs-chasseurs. Et non seulement ils vivaient de la chasse et de la cueillette, mais la majorité de leurs rituels, de leurs danses, de leurs croyances, de leurs modalités de vie et du lien qu'ils ont avec le spirituel, avec les esprits de la nature, avec le rêve, le rapport au rêve, le rapport aux guérisons, le rapport aux soins, etc., sont basés sur la chasse et la cueillette. Notamment certains animaux. Moi, j'ai écrit plusieurs articles sur la danse de la girafe qui est très, très particulière et très centrale. Le fait d'aller chasser la girafe, c'était une certaine manière aller guérir la communauté et prendre soin de la communauté. Et il y avait une communication entre la girafe qui allait être chassée et le pouvoir de la girafe que l'on pouvait recevoir et absorber après la chasse en la tuant, en dansant, en chantant de certaines manières. Sauf que la Namibie, le Botswana, interdisent la chasse. Ou en tout cas la régulent. Donc aujourd'hui, ils ne peuvent plus chasser, même s'ils sont sur un territoire où les animaux sont là, et ils ont droit à des dates précises qui leur sont données de manière légale, donc rien à voir avec leur calendrier ou leur perception traditionnelle. C'est OK, vous avez 24 heures pour chasser une girafe. Donc ça change totalement leur rapport au monde et leur rapport à leur patrimoine. Ils sont obligés vraiment de bouger leur tradition. Donc ils sont obligés d'adapter leur tradition pour la maintenir, la préserver, sans être encore plus limités dans la manière dont ils souhaitent vivre. Oui, c'est une balance. Donc c'est complètement différent et c'est pas du tout comparable en fait les deux. Alors j'ai l'impression en fait que les chasseurs-cueilleurs ou d'autres, où on voit notamment aussi sur ton dernier ouvrage, Couablé, sculpteur au service de son art. Bon, on voit. Je ne sais pas quel est son niveau de vie, s'il vit simplement, mais en tout cas il est en relation directe avec ce qu'il fait. Il vit très simplement et c'est toujours la question comment je vais faire pour nourrir ma famille. Alors, au jour le jour. Alors, je sais que c'est difficile d'en parler et c'est très très délicat, mais simplement, je dirais que est-ce que le manque ne nous pousse pas à l'être humain à trouver des astuces qui nous poussent à avoir de la créativité, notamment, parce que s'il aurait, on prend
Couablé, ici, il aurait vécu avec notre niveau et notre confort de vie. Peut-être que son art l'aurait-il délaissé pour simplement se laisser vivre avec un job, tout simplement être employé, et puis avoir boulot dodo métro, tu vois le genre. Est-ce que finalement, le fait d'être dans la difficulté, entre guillemets, de devoir se débrouiller, déclenche chez l'être humain, naturellement, une espèce de talent pour la débrouillardise, entre guillemets, j'oserais dire. Alors, au sujet de Couablé, en fait, même s'il a grandi dans un petit village au centre de la Côte d'Ivoire, il a été détecté très rapide, très jeune à l'école. On a détecté chez lui un don pour le dessin. Et en fait, ça lui a permis d'arriver dans la capitale économique, Abidjan, où il a vécu pendant un certain nombre d'années et où il était dessinateur technique chez dans des institutions, pour des cabinets d'architecture, etc. Donc il avait une vie de citadin, alors pas, voilà, qui lui aurait permis de vivre et de mener une vie au moins partiellement citadine, ce qu'il a fait pendant un certain temps. Mais c'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, c'est ce que j'explique dans le livre aussi. En fait, les rêves lui ont imposé le fait de revenir à la sculpture. C'est-à-dire que son père, quand il était petit, lui a interdit de sculpter, même s'il venait d'une famille de sculpteurs. Je raconte les anecdotes. Non, mais je raconte les anecdotes parce que ça a valu à son père de payer de très lourdes amendes au village parce qu'il avait fait une très belle sculpture de masque et l'instituteur, content de recevoir un masque d'un de ses élèves, l'a accroché alors pas au mur de l'école, mais en tout cas l'a accroché dans l'enceinte, là où il y avait les cours, et c'était un sacrilège, parce que les masques étaient sacrés à l'époque, et donc ça ne s'accroche pas au mur. Ouais, il y a un choc de culture. Et donc là, il y a un choc de culture, et donc pour apaiser les esprits qui auraient pu être, enfin pas qui auraient pu, qui ont été offensés, il a fallu faire offrande et payer une amende qui était extrêmement chère pour le père de Couablé au moment. Donc, on lui a interdit la sculpture. Ouais. Donc, ça a coupé le don. Ça a coupé le don et donc, il a continué le dessin, mais il a plus sculpté. Jusqu'à un moment où, justement, il était à Abidjan et où, en rêve, on lui a dit « Tu dois te remettre à la sculpture ». Non seulement tu dois te remettre à la sculpture, mais on va t'apprendre comment sculpter encore mieux que ce que tu sais faire spontanément. Et donc, il a appris en rêve. Ce qui n'est pas particulier à lui. Hein. J'ai entendu déjà ça chez d'autres sculpteurs. C'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel. C'est assez commun chez des artisans doués. Que ce soit des sculpteurs, des tisserands, des chanteurs, des griots, En général, un talent, si le papa dessine bien, le fils dessine bien, si c'est la mère un talent pour la peinture, la fille, c'est cliché. Mais qui sont ces maîtres en rêve? Est-ce que ce sont ces ancêtres qui eux-mêmes sculptaient peut-être dans d'autres générations? C'est transgénérationnel ou pas? Alors, il y a... Ils partent du principe que quand on est né dans une famille de sculpteurs, ça doit perdurer. Et donc, ça se transmet. Ça se transmet pas forcément à tous les enfants, mais ça se transmet au moins à un enfant. Mais c'est pas systématique. C'est-à-dire qu'on peut être doué et recevoir l'obligation de s'investir dans un domaine, même si nos parents ne l'ont pas été. Et à ce moment-là, c'est que les esprits identifient une spécificité et donc il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que c'est un appel et c'est une responsabilité et c'est une telle responsabilité que s'ils essayaient de refuser cela, ça leur porterait malheur. C'est-à-dire qu'ils auraient malheur sur malheur jusqu'à ce qu'ils acceptent de sculpter. Donc c'est pas si... Là, ça devient un sacerdoce quand même. Hein. Ça devient un sacerdoce. Et ça devient un sacerdoce avec l'esprit malédiction par derrière, qui est comment on fait. Alors, et lui, au début de sa carrière, il a voyagé aussi dans tout un tas d'ethnies pour apprendre les différentes techniques. Il a travaillé aussi pendant un certain temps avec
à Abidjan pour apprendre aussi des techniques étrangères et produire sur catalogue, c'est-à-dire on lui amène une photo et il est capable de le faire. Donc il y a tout un tas d'apprentissages hors école. Donc il a fait son propre compagnonnage. Il a fait son propre compagnonnage, très approfondi, très complexe, comme d'autres. Mais il y a aussi la réalité économique, la réalité géopolitique et géostratégique qui fait que là où il y a X années, il pouvait très bien vivre, et il explique, lui comme d'autres, il pouvait y avoir des commandes pour des containers complets de sculptures, de parures, de bijoux, etc., qui partaient en Europe, en Amérique, etc. Et puis, il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu la guerre civile pendant quelques années, et que tous les étrangers sont partis. Oui. Et que comme en Égypte comme en Égypte, comme dans tout un tas de pays, voilà, le c'est printemps pas arabe a fait qu'aujourd'hui c'est vrai que le tourisme est en berne. Okay. Et donc il y a tout un marché qui était existant, florissant, etc. Parce que la mosaïque culturelle en Côte d'Ivoire fait que c'est une sorte de creuset pour toute l'Afrique de l'Ouest. Hein, il y a là se rassemble tout un tas d'ethnies que l'on retrouve éparpillées dans le reste de la Côte d'Ivoire, dans le reste de l'Afrique de l'Ouest. Donc en fin de compte, en Côte d'Ivoire, géographiquement, culturellement, ethniquement, historiquement, c'est un lieu d'une richesse artistique énorme. On peut pas en douter. Mais les événements ont fait que, à un moment, ça s'écroule. L'instabilité politique fait que crée ce genre de problème. On comprend bien. Donc et aujourd'hui, ils essaient de relancer un nouveau tourisme. Parce qu'il y avait beaucoup d'hôtels qui ont été complètement désertés, abandonnés, détruits, etc. Donc maintenant, ils essaient, et il y a des politiques culturelles nationales qui sont là pour raviver tout ça. La liberté, très très chère. Exactement. Donc c'est une ville, par exemple, Abidjan, c'est une ville qui est extrêmement dynamique, extrêmement internationale. C'est l'une des villes les plus internationales d'Afrique, mais avec une mixité qui est beaucoup plus africaine. C'est pas aussi... Il y a une grande communauté française, mais il y a aussi énormément d'autres communautés chinoises, libanaises, turques. Ça reste quand même cosmopolite. Très très cosmopolite, mais beaucoup pour le business et pas forcément pour du tourisme. Pas forcément. Il y a une grande scène très riche artistique et culturelle, mais avec les codes africains, qui ne sont pas forcément directement transposables avec ce que nous, on connaît. Donc, Couablé a connu, on va dire, l'âge d'or. Oui. Et aujourd'hui, ce changement qui s'est opéré et qui a du mal à redémarrer. Il faut une transformation. Là. Oui. Avec aussi l'aspect dont il est très conscient. Et c'est pour ça, quand on s'est rencontrés la première fois, il savait pas ce que je faisais. Il savait pas que j'étais anthropologue. Il savait pas que j'écrivais des livres. On s'est rencontrés par une connaissance commune. Ça a tout de suite bien fonctionné. Et puis moi, j'y connais rien dans les masques africains. Enfin, j'y connaissais rien dans les masques africains. Et franchement, en termes de sensibilité, ça m'attire pas, quoi. Enfin, il y a d'autres artisanats qui m'attirent beaucoup plus. Ça, l'aspect masque, moi, je l'associe directement à des rituels, des cérémonies, etc. Mais l'asque ornemental, ça me parle pas. Ça me parle pas. C'est pas ta tasse de thé. C'est pas ma sensibilité. Donc j'avais la curiosité de me dire, mais attends, je suis face à un sculpteur. Moi, j'ai besoin de comprendre, quoi. Dis-moi, comment on reconnaît un beau masque? C'est quoi un beau masque? C'est quoi un masque raté? Comment tu reconnais ce qui est de telle ethnie, de telle ethnie? Donc en fait, j'arrivais avec toute ma curiosité et zéro connaissance des masques africains, puisque c'est pas du tout mon domaine culturel et c'est pas ma sensibilité Là, tu es retourné à la maternelle. Complètement. Et lui, il voyait que j'avais plein de questions, que je m'intéressais à ce qu'il faisait, et il m'a regardé à un moment, les yeux comme ça plongés dans les miens, en me disant « Tu veux pas écrire un livre pour sauver mon art ?» Forcément, j'étais obligée de fondre. Hein. J'ai dit « Bon, écoute, ça va pas être facile, mais je te promets que je vais faire quelque chose. » Là, pour toi, c'était ton appel à toi, là. Si pour lui, c'était mon engagement. Voilà. Je me suis dit, mais comment il a pu me poser cette question alors qu'il ne savait pas qui j'étais au départ. Et donc je lui ai dit, ok, je vais t'enregistrer, tu vas me raconter tout ce que tu as à me raconter.
j'ai des questions aussi. Et partant de ça, je me suis dit, je peux pas en rester là. Et c'est là que j'ai creusé, que j'ai avancé. J'étais aussi extrêmement en lien avec Étienne, donc qui est à la tête d'une fédération pour valoriser et sauvegarder le patrimoine artistique, artisanal de cette communauté, Gouro aussi, qui est aussi conservateur au musée des civilisations d'Abidjan. Donc j'ai côtoyé aussi tout un tas d'acteurs, directeurs du musée d'Abidjan, qui vont dans un sens de on a un patrimoine, il faut le recenser, il faut le préserver, il faut le transmettre, il faut en parler. Maintenant, comment on fait? Comment on fait, sachant que il y a toute une partie, tout ce qu'on a ici est récent, puisque toutes les pièces anciennes sont dans les musées partout dans le monde, mais pas sur place. Ah, ils ont été pillés jusque-là. C'est fou, Ce qu'il y a dans il nous reste quelques éléments, mais les grands trésors anciens ne sont plus là. Et puis il y a une partie aussi du patrimoine du musée qui a été détruit pendant la guerre civile. Et puis après il y a des enjeux divers et variés. Oui, donc tout le monde a énormément de bonnes intentions. Le problème n'est pas là. Non seulement il y a des bonnes intentions, il y a une volonté extrêmement vivace. Et puis c'est surtout aussi une question de on ne veut pas continuer de vivre dans un sillage de ce que l'on était, mais on veut se ressaisir de notre identité et de nos patrimoines. C'est une redécouverte. De la même manière qu'en Polynésie, le tatouage avait quasiment disparu, et puis c'est grâce à certains livres qui sont revenus sur le tatouage pour comprendre ce qui avait disparu, et avec quelques personnes qui maîtrisaient encore le tatouage de manière secrète et quelques livres. Et aujourd'hui, c'est un patrimoine qui est extrêmement vivant. Et on croit que tout est un cycle. Hein, tout est un cycle. À la limite de la lisière de la mort où tout s'éteint, voilà. Il y a une flamme du moment qu'elle est là peut être ravivée à tout moment. Alors, donc excuse-moi, pour répondre à ta question de tout à l'heure, on peut être surpris et se dire que le patrimoine une partie de ce patrimoine-là n'est pas forcément condamnée. Il y a une partie, je pense, qu'il est condamné, mais je serais pas étonnée d'être surprise que ce soit pas là où je l'attends. Ça peut toujours être réanimé. Alors moi, le peu de choses que je sais sur les masques africains, si tu me permets, je veux juste en parler. J'ai toujours été extrêmement étonné de la représentation de la cosmogonie africaine, notamment avec les masques, qui, depuis des millénaires, avaient compris la structure de l'univers. Par ses sous-ensembles, donc l'univers est un ensemble qui est constitué de plusieurs galaxies, ces galaxies de plusieurs systèmes solaires, des systèmes solaires de diverses planètes, voilà, avec des étoiles, etc. Il se trouve que nous, et c'est très récent, c'est Edwin Hubble qui avait observé en 1930, parce que notre univers s'arrêtait à notre galaxie, hein, donc en fait c'était juste une galaxie avec plusieurs système solaire semblable au nôtre, à des milliards d'années-lumière, simplement son observation avec le redshift, le fait que les autres... Alors, je vous laisse chercher sur le web ce que c'est que le redshift en astronomie, mais à partir de là, notre univers se retrouvait d'une galaxie à des milliards de galaxies. C'est expansé. Donc il fallait vraiment encaisser le coup. Ce qui veut dire que là, je peux vous dire que les scientifiques, les astrophysiciens ont pris une sacrée claque dans la tête en se disant, ok, en fait, on n'avait rien compris du tout. Mais ce qui est surprenant, c'est que les Africains, avec leurs masques, avaient déjà cette représentation-là avant qu'Edwin Hubble le découvre en 1930, ce qui est extrêmement récent. Et là, je me pose la question de ce qu'est vraiment et réellement le savoir et la connaissance. Comment pouvait-il savoir cette structure de l'univers, ces sous-ensembles de galaxies qui constituent notre univers, avant Edwin Hubble, en 1930. C'est quelque chose qui me fait halluciner, vraiment. Alors, je pense que quand tu prends cet exemple, je pense que tu te réfères aux masques Dogon, parce qu'ils sont très connus pour... les Dogons, en tout cas, sont très connus pour avoir cette connaissance fine de la... constitution et de la structure de l'univers notamment, même s'ils ne sont pas les seuls. Après, tous les masques ne sont pas forcément représentatifs c'est sûr, de ça. Hein. Et parce qu'il y a vraiment des grosses différences entre les masques sacrés et les masques de réjouissance qui ne sont pas sacrés. Donc on est sur des catégories aussi complètement différentes. Et je parle pas des masques ornementaux qui sont pour les Occidentaux. Les masques.
mais c'est pas spécifique aux Africains. De la même manière, chez les Hopis, qui dans leurs histoires, dans leurs connaissances, dans leur librairie à ciel ouvert sur les falaises, ont aussi tout un tas de connaissances sur la constitution de l'univers, la manière d'échanger avec les peuples des étoiles qui sont au-delà d'Orion, etc. Enfin, voilà. Donc il y a des connaissances qui sont inscrites de manière codifiée ou stylisée sur des supports, que ce soit des falaises, que ce soit des masques, des costumes, des tressages ou autres, qui sont inscrits dans des récits, des mythes, de la même manière que nous on a Blanche-Neige et les Sept Nains, etc., qui sont totalement codifiés de manière alchimique. En réalité. On est vraiment sur de l'initiation avec un langage codé, alchimique. Et qui sont aussi donc ils sont accessibles par cette connaissance cachée qui est à disposition de tout le monde mais que tout le monde ne peut pas décoder, et c'est aussi à disposition avec tout un tas d'expériences, d'états de conscience modifiés, soit accessibles, soit parce que certaines personnes ont cette faculté de naviguer directement dans des états différents. Alors, c'est le cas des guérisseurs, des voyants, etc. Mais pas que, des musiciens, etc. Qui sont accessibles par la musique, donc le son, qui sont accessibles par alors le son ou la musique ou des mantras, qui sont accessibles par des substances qu'ils ingèrent, qui sont accessibles par des mouvements qu'ils répètent. Voilà, il y a plusieurs portes d'entrée. Ouais. Il y a plusieurs portes d'entrée pour rentrer en transe et accéder à de la connaissance, soit parce que on va la chercher et que on sait ouvrir les portes pour y accéder, soit parce que ça nous tombe dessus en rêve, parce que on a un choc, une maladie, voilà. Il y a des choses qui se déclenchent. Il y a des choses qui se déclenchent. Et après, il y a certaines de ces connaissances qui donc se transmettent. Donc, comment ils ont fait ? Simplement. Enfin, c'est là où moi je suis toujours. Il y a une part de mystère quand même. On parle de mystère, mais en même temps, ce que nous on appelle notre science, c'est aussi d'une certaine manière un mystère. On voit ça comme étant l'outil idéal pour accéder à la connaissance. C'est la manière dont notre société occidentale a trouvé un chemin pour identifier de manière sérieuse, intéressante, etc., une partie de la connaissance. Mais il y a une partie de la connaissance qui échappe encore à cette science, aussi avancée soit-elle. Et on se rend compte, il y a tout un tas d'exemples comme ça. On en a entendu parler avec les Kogi qui sont arrivés en France, dans la Drôme, justement, et qui se sont rendus compte, où les Français se sont rendus compte à quel point, avec quelle finesse, ils identifiaient la perception, la nature de ce qui se passait ici, alors qu'ils ne connaissaient pas les... Donc, ils ont accès à un langage, à un décodage de connaissances. C'est pas parce que nous, on n'y a pas accès que ce n'est pas accessible à d'autres qui maîtrisent d'autres langues. C'est d'autres langues de communication. Donc c'est mystérieux, mais tout aussi bien que Internet était quelque chose de mystérieux pour nos ancêtres. Ça devient une normalité, alors que nous, ça nous suggère. Mais la question qui vient naturellement, c'est Couablé, lorsqu'il a en rêve cet enseignement, est-ce que c'est des techniques de sculpture ou simplement aussi, j'oserais dire aujourd'hui de manière singée, ce que l'on dit aujourd'hui, c'est un peu à la mode, c'est un courant comme ça, de dire j'ai fait une peinture qui m'a été inspirée. Donc, est-ce que ces masques sont inspirés ou c'est juste la technique qu'on lui transmet ? C'est les deux et c'est pas que ça. C'est-à-dire que il est très bon en dessin, il est très bon en sculpture. Il a les outils lui permettant de faire n'importe quoi. Ce qu'il a envie. Ce qu'il a envie. Et sur commande. C'est-à-dire, quelqu'un vient et lui dit... Il ne pose pas la question de comment je vais faire. Il sait. Il sait d'emblée. Quelqu'un vient, lui dit, je voudrais un masque de telle et telle manière, avec tel animal, ou avec de tel style, etc. Il le fait. Après, il attend que l'inspiration vienne. Et en fait, il part en voyage.
Il se laisse embarquer, en fait. Et c'est le bois qui lui communique aussi, hein. Donc il va choisir le bois, et le bois va lui parler, et il lit dans les veines du bois, il entend le bois, voilà. Donc il y a C'est une collaboration. c'est vraiment une collaboration. Il ne domine pas, il se laisse envahir pour après donner forme à quelque chose. Donc ça, il sait faire. Il est inspiré, il est inspirant et il sait donner forme. Mais il y a aussi, et c'est ça aussi une partie de sa demande, de sa requête, c'est pas parce qu'on sait faire sur commande, qu'on sait faire tout et n'importe quoi, qu'on arrive à maintenir quelque chose d'ancien qui doit être maintenu dans l'épure de ce que c'était au départ. Oui, la traduction peut être upgradée. C'est ça. Et lui, il identifie avec ce qu'il appelle l'art de première, deuxième et troisième génération. Et il dit, l'art de troisième génération, il y en a de moins en moins, mais il y en a encore suffisamment. Et c'est quoi l'art de troisième génération? C'est faire des créations pour vendre aux étrangers. Okay. Que ce soit des répliques ou pas des répliques, des mélanges, des hybridations, voilà. Ça, c'est le côté grand public. Ça, c'est le côté grand public, et c'est ça qui leur permet de vivre, parce que c'est ça qui se vend. Faut pas le dénigrer, Donc il dit, moi, j'aimerais ne pas faire ça, mais si je ne fais pas ça, c'est une nécessité. Je ne peux pas vivre. Et en même temps, plus on produit cet art de troisième génération, moins il y a de visibilité pour les autres arts. L'art de première génération, il n'existe plus en Côte d'Ivoire ou en Afrique de l'Ouest. C'est les artefacts qui sont dans les musées, qui sont du 19e, 18e, 17e siècle, ou voire plus anciens. Maintenant, ce qui persiste, c'est l'art de deuxième génération, et c'est celui-là qu'il essaie de préserver, de maintenir. L'art de deuxième génération, c'est la copie de l'art de première génération. Donc c'est pas de l'ancien, mais c'est fait comme les anciens faisaient. Et donc, on n'utilise pas des peintures chinoises de couleurs vives, on utilise des teintures végétales. On va rester dans la réplique de certains codes sur les masques, qui eux-mêmes sont des formes d'histoire racontées, qui prennent forme dans le masque. Ce sont aussi des masques qui sont utilisés pour leur danse de masque, qu'elle soit sacrée ou qu'elle soit des danses de réjouissance. Et c'est un personnage en tant que tel. Le masque. C'est un personnage. On le dit, hein. Exactement. Personnage. D'ailleurs, le danseur, quand on discute avec eux, ils disent, mais moi, à partir du moment où je mets le masque, j'attends que le masque prenne possession de moi, m'habite, et j'ai conscience de ce qui se passe, mais je n'ai plus la maîtrise de ce qui se passe. C'est le masque qui s'exprime à travers moi. Donc on est bien dans une forme de transe. Bien sûr. Et donc c'est ce patrimoine-là. C'est-à-dire que le sculpteur de masques, s'il ne parvient pas à préserver ses savoir-faire anciens, traditionnels, c'est le masque qui ne peut plus avoir de support pour s'incarner, même si ça ne se limite pas au masque, hein, il y a aussi tout le reste oui, mais c'est quelque chose de vivant. Mais c'est quelque chose de vivant. Réellement. Après, il y a des masques sacrés, c'est encore... Alors là, on est encore sur... il y a les danses de réjouissance où le masque incorpore le danseur, mais on n'est pas sur l'aspect sacré. On est sur un aspect social, régulateur social, de médiation, de réjouissance, de communion, etc., extrêmement important. Mais on n'est pas dans la sphère sacrée. Et après, il y a la sphère sacrée qui est encore autre. Et là, il y a encore d'autres codes, d'autres masques, et on s'y prend encore différemment. Donc c'est toute cette richesse-là qui c'est pas est en fragilité. Ça rend la possibilité. En fait, cette deuxième génération qui imite la première, c'est aussi une façon de pouvoir s'octroyer le droit et le plaisir d'avoir une pièce de musée chez soi, dans son propre... voilà, il y a peut-être une balance à faire. Donc c'est réjouissant en tout cas. Enfin, moi c'est... C'est réjouissant, je trouve que c'est réjouissant à condition de pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Oui. C'est-à-dire que quand il y a un masque sacré, c'est un masque sacré, quoi. Enfin, ça s'accroche pas. Enfin, moi là, je suis très catégorique.
Audrey, tu es en train de nous expliquer quoi. que pour conduire une voiture, l'administration française et dans tous les pays, je crois, c'est normal, il faut passer un permis de conduire parce que sinon on peut tuer quelqu'un ou être un véritable danger. Là, il y aurait, je pense, une initiation à avoir avant d'acquérir un objet pour en connaître toute la symbolique et la valeur réelle. C'est mon point de vue. Voilà. Je sais qu'il n'est pas forcément partagé, c'est mon point de vue. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que, par exemple, quand j'ai pu visiter à plusieurs reprises le musée des civilisations à Abidjan, ou le musée des costumes aussi à Grand-Bassam, qui est très très riche aussi, avec là tout un tas d'autres artefacts. Il est précisé, ces objets-là ont été désacralisés pour être exposés. Oui. Ce qui n'est pas le cas dans les musées occidentaux. C'est-à-dire que quand il y a un don, un cadeau du peuple d'origine à des étrangers, il y a des précautions qui sont prises. Quand il y a eu vol, spoliation divers et variés, il n'y a pas eu ces précautions. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des musées. Moi, très très régulièrement, quand je vais dans des musées, il y a des, ça me perturbe parce que les objets ne sont pas à leur place, parce que ils le revendiquent, ils le font sentir, ils sont vivants, ils sont habités. Et donc les musées, il y a un aspect très 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 on vit l'hypone présente, mais on n'a pas la conscience de la profonde symbolique. C'est ça, c'est ça. Et en même temps, il y a des conditions de préservation dans les musées occidentaux qui font qu'on peut continuer d'avoir ça. Alors que, par exemple, en zone tropicale, c'est beaucoup plus compliqué de préserver les objets. Et puis, il faut avoir les moyens d'avoir les vitrines, la surveillance de la... Le taux d'humidité à 50%, toujours constant. Exactement. Est-ce que finalement, ça n'explique pas certains malheurs? Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mythe ou réalité, de certaines personnes disent aussi dans les brocantes, évite d'acheter un masque de l'art africain, parce que on ne sait pas, il y a oui dire que des personnes ont acheté des masques et puis derrière ont divorcé, ont eu des maladies, des choses comme ça. Est-ce que tu penses que ça relève du fantasme, du folklore, où finalement chaque conservateur a eu, depuis que ce masque est rentré, ma voiture est en panne, j'arrive toujours en retard, je devais avoir de l'avancement dans le musée et devenir le conservateur officiel, ça n'a pas marché. Tu penses qu'il y a une réalité vengeresse derrière les masques, de dire ok, vous ne nous respectez pas, on va faire en sorte de se rendre indésirable. Alors, je pense que ça serait simpliste de dire qu'il y a une volonté vengeresse, parce que c'est pas forcément ça. Okay. Mais c'est pas spécifique au masque africain, c'est spécifique à tout objet qui a déjà une vie, qui n'est pas forcément d'une culture étrangère. Et on voit le cas, c'est rigolo que tu abordes ce sujet. J'ai eu la semaine dernière une cliente qui me dit voilà, en fait, j'aimerais bien faire un petit peu le point là, parce que je t'écoutais dans une autre interview sur justement les objets. Les objets sont vivants. Et elle me disait voilà, j'ai plusieurs objets chinés et je sais pas s'ils sont neutres ou pas. Et je fais on y est. Le problème c'est pas d'acheter ou de recevoir des objets qui ont une histoire. C'est de s'assurer que cette histoire-là ne va pas nous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être une histoire qui est extrêmement porteuse, et tant mieux. Ça peut être une histoire qui, au contraire, ne l'est pas, soit parce qu'il y a une incompatibilité avec nous, soit parce qu'il y a une incompatibilité avec le lieu, soit parce qu'il y a, il y a plein d'exemples, de situations différentes, mais de la même manière que on peut, j'entends beaucoup de personnes qui disent voilà, je porte l'alliance de ma mère ou de ma grand-mère. Bon si le ménage était heureux, tant mieux. C'est quelque chose qui va venir nous soutenir. Si par contre c'était un ménage difficile avec des tromperies de partout, du non-respect, etc., faut pas trop s'étonner si après ça va pas très bien dans le ménage de la personne aujourd'hui. Et ça veut pas dire qu'il faut qu'elle se sépare de cet objet-là. Mais il y a des choses à faire
et il y a plein de personnes, alors bon, moi je l'ai fait là pour cette personne-là, mais il y a plein de personnes qui savent identifier si l'objet est neutre ou porteur, ou si au contraire, il va nous mettre des bâtons dans les roues. De la même manière qu'avec nos relations. Parfois, il y a des personnes où on se dit, bon, on n'a plus rien à faire ensemble. Pour faire un parallèle et pour préciser, peut-être un peu orienter la question ailleurs, et peut-être que tu l'as posé à Coablé lors de tes entretiens, si on veut éviter d'être cambriolé chez soi, on met un système d'alarme, avec caméra et sirène d'alarme et détecteur de mouvement et tout ce que vous voudrez. Bref, c'est pour faire un parallèle, une analogie. Est-ce qu'un sculpteur qui crée un masque ne crée pas automatiquement, ni même pas une intention en disant, voilà, celui qui profanera ce masque ne le prendra pas pour ce qu'il est et ne le traitera pas de manière sacrée comme l'intention que j'ai donnée, il y a une espèce de malédiction qui met dessus. Pas de manière intentionnelle, mais quelque chose dans les esprits qui fonctionne de manière automatique. On ne négocie pas avec ça. Est-ce qu'il n'y a pas cette protection automatique de la part des fabricants de masques, tout comme aujourd'hui on se protège avec un système d'alarme? Est-ce qu'il n'y a pas un système d'alarme ésotérique, j'oserais dire, dans les masques qui sont sacralisés? Alors, je ne peux répéter que les témoignages que j'ai eus des différents sculpteurs. Donc ça ne veut pas dire que tous les sculpteurs fonctionnent comme ça. Okay. Hein. En tout cas, les différents sculpteurs avec lesquels j'ai pu échanger, issus de différentes ethnies, ça c'est important aussi, hein, parce que c'est pas forcément les mêmes règles, les mêmes socles, n'étaient pas du tout, lorsqu'ils créent des masques pour vendre à des étrangers, quand ils créent des masques des masques ornementaux, ils n'étaient pas du tout là-dedans, parce qu'au contraire, ils ont besoin de vivre. Donc là, ils sont neutres. Ils sont, ok, je crée quelque chose qui va plaire. Ou, que ce soit sur commande ou pas, ça plaît aux Blancs. Hein. Ça, c'est ce qu'ils cherchent. Et donc, ils vont le faire. Et c'est un objet neutre, aussi neutre qu'il puisse être, étant fait, créé par un sculpteur voilà. Et il a aussi bien la patte du créateur que la patte de l'acheteur qui va lui donner au fur et à mesure. Après, la situation, elle est différente avec des masques qui sont des masques pour des danses de masques, sacrées ou de réjouissance. Où là, il y a l'intention, on crée pas n'importe quel masque, c'est un masque, par exemple, avec un bélier ou avec tel oiseau. Donc, il y a l'intention ou anthropomorphe ou pas, hein. Qu'est-ce que je mets comme symbole dedans, qui signifie quoi, qui va rappeler telle histoire de tel mythe, etc. Donc là, il y a une intention, mais c'est pas je mets un programme de sécurité, c'est je donne vie à une partie d'un mythe qui est important pour la danse de masques. Hein. Et après, pour des masques sacrés, il y a tout un tas de systèmes de sécurité. C'est pas des systèmes de sécurité, non. Tout un tas de couches pour donner vie au masque. C'est des couches c'est comme si c'était des initiations, des rituels, mais avant de créer un masque, en fait, ils vont récupérer l'ancien masque qui est trop vieux, ils vont le détruire d'une certaine manière. Oui, il y a vraiment, pour pouvoir, voilà. Il y a toute une cérémonie, il y a un protocole. Voilà. Alors ça, c'est pas dans toutes les ethnies, hein, parce qu'elles sont plus ou moins sur des pratiques différentes, et puis les danses sacrées ont plus ou moins de place aujourd'hui en fonction des ethnies. Et là, je parle de tout ce qui se passe beaucoup plus sur l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui sont des ethnies, ce qu'on appelle de chefferies, qui sont pas des royaumes ou des royautés, parce que on va dire toute la moitié est, c'est des traditions de petits royaumes, donc il y a des rois. Et toute la moitié ouest, ce sont des traditions de chefferie. Donc il y a des conseils dans les villages et on est là avec un autre système de gouvernance et donc un autre système de rapport à l'invisible qui n'est pas du tout similaire à ce qui se passe dans les royautés. Donc il y a vraiment des pratiques et des réalités très très différentes. Et alors là c'est différent. Mais là c'est pas pour vendre. Hein, c'est pour là c'est c'est donner forme à des esprits qui ont un rôle régulateur de soins, de guérison, de transmission. On est sur autre chose différent. Et là, on est beaucoup plus dans du secret. Moi, il y a des choses que j'ai pas eu accès parce que j'étais une femme, ou j'ai pas eu accès
Bon, au-delà de femme, t'étais Voilà. étrangère de toute façon. C'est pas possible. Oui, mais par exemple, enfin, j'ai quand même eu. Il m'a été dit que j'avais ouvert certaines portes parce que j'avais une compréhension et un respect de certaines notions. Donc, aller plus loin que ce que... Et voilà, il y a eu des pratiques qui ont fait que j'ai pu avoir connaissance de certaines choses que je divulguerai pas parce que ça reste. Mais il y a différentes couches. Hein. Il y a des connaissances pour les femmes, il y a des connaissances pour les hommes, il y a des connaissances qui sont que pour la communauté. Voilà, moi j'ai été vraiment intégrée, baptisée. Enfin bon, voilà, j'y retourne quand je veux. Je suis chez moi partout où je vais dans cette communauté-là. Donc il y a cet accueil-là qui est fait. Donc voilà, je ne sais pas ce qui se passera dans le futur, mais en tout cas, ils n'ont pas répondu à mes questions ou on n'a pas échangé parce que je m'intéressais en tant qu'une étrangère, mais parce qu'on partageait quelque chose de plus. Donc, il m'a donné aussi une autre perception de ce qui se passe pour eux. Fabuleux. Une dernière question, peut-être pour conclure. Est-ce que Couablé t'a donné, a lu le livre, le résultat final? Qu'en a-t-il pensé? Est-ce que pour lui, ça retranscrit sa psyché, sa pensée, sa philosophie? C'est toujours pareil. Et pour toi, est-ce que tu as eu le trac avec la transpiration en disant qu'en va-t-il penser, quel va être le résultat, est-ce que je suis digne ou pas? Est-ce que tu t'es posé ce genre de questions? Alors je me suis posé ce genre de questions, mais pas à la fin en fait. Je me suis posé ce genre de questions tout du long. Et pendant l'écriture, l'élaboration. Voilà, toute la recherche, toute l'élaboration, et puis aussi parce que au départ, moi je voulais faire deux ouvrages. Je pensais rester encore plus longtemps en Côte d'Ivoire, donc j'avais l'intention de faire 2 ouvrages. Et donc il n'y a pas que Couablé, il y a aussi Étienne. Et puis d'autres. Et tout du long, c'était comment être fidèle à leur manière de voir, leur conception, et en même temps donner un petit peu d'éléments d'analyse, de compréhension, de clés de lecture, et des questionnements qui me sont très personnels. Et comment faire bien la part des choses pour pas qu'il y ait un mix, c'est-à-dire que le lecteur ne se sente pas à se dire là c'est Audrey qui parle, ou c'est Couablé, ou c'est Étienne, ou c'est un autre. On peut dire que dans le livre, il y a des alternances où il y a clairement ta teinte à toi, oui, et d'autres où tu es neutre, comme certains masques neutres, de la même manière. Tout à fait. Et je l'ai bien mis en évidence avec les guillemets, les italiques, en disant là parle Couablé, là parle un tel, les recherches des documents m'amènent tels éléments-là, la question que je me pose et qui n'engage que moi, parce que c'est pareil, entre des acteurs du développement culturel au plan international, des directeurs de musées, des conservateurs, des chefs de village, des danseurs, des artisans, ils ont tous leur réalité, leur niveau de lecture, leur implication, et ils sont tous coincés différemment dans ce système, dans un système où il y a la volonté, il y a l'envie, mais c'est quoi la contrepartie? Comment on fait? Donc c'est vraiment extrêmement délicat, il n'y a jamais de réponse claire et nette, c'est toujours jouer, être sur le fil, se dire on avance d'un pas, on peut reculer 2, on peut faire un pas de côté. C'est extrêmement délicat. Et tout ça doit se faire en coordination à chaque niveau, sans se laisser prendre au piège. Donc, si je donne un peu plus la parole à l'un, j'enlève des marges, des latitudes d'action à d'autres. Et moi, j'essayais, en tout cas c'était ma volonté, d'essayer d'être aussi fidèle à toutes les amitiés que j'ai pu avoir, quel que soit le positionnement et le statut et les marges de manœuvre de chacun. Donc c'est vraiment un questionnement que j'ai eu tout du long du livre, et que ce soit Couablé ou les autres m'ont fait des retours en me disant tu honores notre culture. Wow. Donc merveilleux. Voilà. Bon, après c'est dit à la manière africaine. On sait très bien qu'ils aiment toujours encenser, etc. Mais en tout cas, c'était sincère. Et c'est une maigre contribution, mais je pense que c'est un sujet qui ne fait qu'émerger aujourd'hui. Il y a déjà eu un très bon ouvrage, alors sur un autre aspect, un très bon ouvrage décrit sur comment le patrimoine africain
peut continuer de vivre, sachant qu'il a été exilé, hein, et qu'il y a des demandes. Il y a eu un gros tambour gros tambour à Caen qui est revenu du musée du Quai Branly de Paris, qui est revenu au musée d'Abidjan l'année dernière ou il y a 2 ans. Il y a tout un tas d'œuvres qui sont rapatriées, notamment au Bénin. Il y a un documentaire qui vient de sortir, qui a été récompensé à Berlin récemment sur ce sujet-là. Et puis c'est le cas pour l'Afrique, mais c'est le cas pour tout un tas d'autres pays. Donc c'est un sujet qui, à la fois pour la valorisation des identités et des cultures africaines, mais aussi asiatiques, océaniennes, amérindiennes, etc., est extrêmement important et qui va prendre de plus en plus de place dans les années à venir. Je pense que ça va être un sujet stratégique de premier plan. On est en tout cas dans ce courant aujourd'hui du partons et de retrouver. Je crois par exemple les aborigènes, on leur a rendu leur terre, donc c'est déjà une bonne chose. Ailleurs ça se fait, en Afrique aussi. Le colonisateur a des choses à se faire pardonner. Donc de manière indirecte, en tant que femme cisgenre blanche, est-ce que même si c'est pas ton intention première, mais tu participes à ce pardon? En revalorisant et en retournant aux sources des choses là. C'est le cas. Donc je ne peux que comprendre qu'ils étaient honorés et que tu es honoré leur art. Moi je me suis toujours sentie en tant qu'occidentale, même si je ne suis pas responsable de ça aujourd'hui, je me suis toujours sentie honteuse de ce que ma civilisation avait pu faire et continue de faire de manière insidieuse, différemment. Bon, après, j'ai atterri dans cette civilisation, je fais avec, mais je peux pas me taire. Donc, à chaque fois que je peux, d'une manière ou d'une autre, exprimer, expliciter, donner la parole, donner un décodage, je le fais. Donc c'est une contribution supplémentaire. Après, maigre contribution, mais contribution supplémentaire. Voilà, ce livre donc d'Audrey Chapeau-Couablé, sculpteur au service de son art, les dessous du patrimoine vivant. Merci à toi en tout cas. Merci.